Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, cher Laurent Fabius, Madame la Première Présidente de la Cour de cassation et chère Chantal Arens, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, cher Pierre Moscovici, Madame la Présidente du Conseil scientifique, chère Françoise Tulkens, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle d'Assemblée générale du Conseil d'État à l'occasion du lancement de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, un sigle auquel vous devrez vous habituer, IERDJ. Vous voyez, on prend son élan et ça se dit très facilement. Cette soirée marque à la fois l'aboutissement d'un processus initié il y a maintenant plus d'un an et demi et un moment important pour la recherche dans les domaines du droit et de la justice. Il était important que nous soyons réunis ce soir et je me réjouis sincèrement de voir cette salle emplie de représentants de toutes les professions, de tous les acteurs qui comptent dans ces domaines. Et dans le cadre de cette brève introduction, j'aimerais revenir sur la genèse, les valeurs, mais aussi les axes de recherche de ce nouvel IERDJ, de ce nouvel institut, avant de céder la parole au garde des Sceaux qui s'adressera à nous à distance. Il a enregistré une vidéo car son agenda ne lui a pas permis au dernier moment d'être là. Il me prie de vous en excuser. Puis, j'ai bien sûr, nous céderons la parole aux intervenants de la table ronde qui exposeront plus avant les objectifs qui sont visés, mais aussi le point de vue des utilisateurs de ce que va produire l'IERDJ. Et j'ai bien sûr une pensée pour Robert Badinter qui assurera la présidence d'honneur de l'Institut. Il m'a fait porter une lettre aujourd'hui dans laquelle il me dit sa joie de voir le lancement de ce nouvel institut, pour me dire aussi son regret de ne pouvoir être des nôtres en raison des recommandations que viennent de lui faire ses médecins. On est tous vigilants à l'occasion de cette remontée des indices de la crise sanitaire et il souhaite bien sûr au nouvel institut un brillant avenir au service de notre justice. S'agissant d'abord de la genèse de l'institution, vous le savez, l'IERDJ résulte de la fusion de deux organisations qui avaient chacune fait leurs preuves. L'Institut des hautes études sur la justice, l'IHEJ, et le groupement d'intérêt public, Mission de recherche droit et justice, MRDJ, créé il y a une trentaine d'années dans le sillage des initiatives prises par Robert Badinter, et l'on sait le rôle qu'a joué aux côtés du président Badinter, le président Dalle, qui dirigeait alors l'ENM, ainsi que Antoine Garapon. Tous ces efforts avaient pour objectif de promouvoir la recherche et la réflexion dans tous les domaines, et c'est important, du droit et de la justice. Cette fusion, dont nous présentons en quelque sorte aujourd'hui le bébé, a été réalisée pour deux raisons. Une raison conjoncturelle, d'abord, découlant d'une circulaire du Premier ministre de juin 2019 qui incitait les pouvoirs publics à s'assurer de la pertinence de l'existence de petits opérateurs publics comportant moins de 100 emplois. Une raison de fond, ensuite, qui est le besoin de disposer d'une instance pérenne, solide et plus ambitieuse, faisant à la fois office de think tank public et de laboratoire de recherche sur toutes les questions qui concernent le droit et la justice. Le besoin d'un lieu aussi qui soutienne et réunisse les savoirs scientifiques rigoureux, tout en se laissant, et ce sera un maître mot, la liberté de défricher les terrains non ou mal balisés. Le besoin enfin d'un lieu qui établisse des ponts entre les acteurs, les décideurs et les citoyens pour mieux comprendre le droit et la justice. Les parties prenantes se sont rapidement accordées sur la forme que prendrait le nouvel institut et nous avons choisi la forme d'un groupement d'intérêt public qui permet, et c'est un gros avantage, de réunir des partenaires variés
qui financent ou soutiennent l'Institut selon des modalités diverses. Ce peut être des subventions, ce peut être la mise à disposition de personnel ou d'autres partenariats. Et je voudrais vraiment, au nom de tous, remercier le rôle décisif qu'a joué Sonia Jebny-Wagner, qui a été chargée de préfigurer et a remis 2 rapports successifs, tout en faisant des propositions qui ont toutes été retenues. Et je voulais remercier Sonia Jebny-Wagner pour la mission qu'elle a accomplie avec beaucoup de lucidité, beaucoup de doigté aussi, beaucoup de finesse, et un esprit de concertation qui était nécessaire pour faire avancer le projet. Les principaux contributeurs de l'IERDJ sont à cet égard les 4 cours supérieures françaises, donc le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes, le ministère de la Justice et le CNRS. La conférence, est important, des présidentes et présidents d'université a spontanément décidé de se joindre au GIP avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lequel est aussi membre constitutif du groupement. Je voudrais aussi citer parmi les partenaires l'École nationale de la magistrature, la Caisse des dépôts et consignations qui entretient de longue date des relations privilégiées avec les professions du droit, et ces professions sont d'ailleurs elles-mêmes toutes représentées dans l'Institut, le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat, la Chambre nationale des commissaires de justice, la Conférence nationale et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, l'Association française des juristes d'entreprise et le Cercle Montesquieu. Le président Fabius, que je remercie puisque c'est sous sa présidence l'année dernière que, d'une certaine manière, ont été réfléchies ces évolutions sous sa conduite, reviendra lors de la table ronde sur l'histoire de la création de l'IERDJ et l'apport de l'Institut des hautes études sur le droit, sur la justice, et je ne vais pas donc aller plus loin sur ce sujet. Je rappelle simplement les moyens importants dont le futur institut disposera et qui ne sont pas seulement, c'est important, la somme des moyens alloués dans le passé aux 2 institutions. On ne s'est pas contenté d'ajouter les moyens dont disposaient l'IHEJ et la MRDJ. C'est une augmentation significative des moyens qui sont alloués au nouvel institut, et je remercie le ministère qui a fait un effort significatif. Ce sont 20 personnes environ qui travailleront en permanence, et le budget de lancement pour 2022 s'élèvera à la somme de 1 365 000 €, une somme qui permettra de faire réellement des choses. C'est un effort considérable de l'ensemble des partenaires que je tiens à saluer. S'agissant en deuxième lieu des valeurs et des objectifs de l'Institut, j'en citerai 4 qui sont à mon avis structurants et sur lesquels l'ensemble des parties prenantes ont toujours été en phase. La première valeur, c'est l'indépendance. Et cela a été, Laurent Fabius s'en souvient, une valeur cardinale qui a été, je dirais, mise en exergue dès le début des travaux. Il s'agissait non pas de créer un organisme à la disposition du gouvernement ou du ministère, mais de créer un institut pleinement indépendant. Et l'IERDJ a été pensé pour permettre aux acteurs publics et privés de mobiliser leurs ressources au bénéfice d'une réflexion et d'une action commune dans un cadre indépendant, ce qui était à nos yeux une garantie indispensable de la qualité des travaux et des études qui seront menées. Et cette indépendance sera garantie par l'implication des cours supérieurs et la présidence tournante de l'Institut par leur chef, sur le modèle de ce qui se faisait déjà pour l'Institut des hautes études sur la justice. Et c'est dans ce cadre-là que depuis le 1er janvier 2021, j'ai succédé à Laurent Fabius. Cette indépendance se retrouvera également dans la composition du conseil scientifique où seront représentées toutes les professions du droit sans exception. Deuxième valeur, l'excellence scientifique. Nous avons en effet tenu à placer l'Institut sous le signe de l'excellence.
Le conseil scientifique sera ainsi composé de 20 à 30 membres de très haut niveau et la première présidente du conseil scientifique de l'Institut sera Françoise Tulkens, que je n'ai pas besoin de vous présenter, qui par sa longue et prestigieuse expérience représente finalement, c'est une gageure à elle seule, toutes les professions du droit, puisque vous avez été juge, vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, universitaire, chercheuse et avocate. Vous rassemblez dans votre personnalité tout ce que nous voulons justement réunir. Troisième valeur sur laquelle je voudrais insister, l'Institut sera placé sous le sceau d'une double exigence, la pluridisciplinarité, mais aussi l'ancrage dans le réel. L'esprit de l'Institut sera bien, d'une part, de produire de la recherche ancrée dans le réel, qui soit en lien avec les problématiques rencontrées au quotidien par les acteurs publics, les responsables des politiques publiques de la justice, les juridictions et les professionnels du droit. Chantal Arens expliquera dans la table ronde quelles sont justement les attentes que place vis-à-vis de l'Institut, la juridiction judiciaire, et Pierre Moscovici insistera sur les liens entre les travaux de la nouvelle institution et l'évaluation des politiques publiques. À côté de cette recherche ancrée dans le réel, bien sûr, la recherche fondamentale jouera tout son rôle. Cette recherche fondamentale qui sera produite ne sera jamais déconnectée des enjeux concrets, je dirais, du monde réel. Et nous avons souhaité, dans ce cadre, que l'Institut soit à la fois capable de contribuer aux réflexions sur les problèmes les plus actuels, ce qui implique de la souplesse, de la réactivité, mais en même temps tourné vers l'avenir et le long terme, c'est-à-dire qu'il effectue des travaux utiles et solides de perspective. L'Institut vise d'autre part à pallier une carence de la recherche française en matière de droit et de justice en promouvant des réflexions qui soient transversales, qui soient pluridisciplinaires et surtout interprofessionnelles. Et il a été conçu pour dépasser les cloisonnements universitaires, encourager les approches holistiques, ce qui devrait permettre de renforcer la place de la France dans la recherche internationale. Enfin, et j'insiste sur ce point, le dernier objectif a été de conférer à l'IERDJ une véritable dimension internationale et européenne. L'Institut ne sera pas seulement tourné vers la France, mais aussi accordera beaucoup d'importance à l'international, à l'Europe, en promouvant notamment le droit comparé. Ceci passera, outre la stature internationale de Mme Tulkens, par des efforts pour tisser des liens forts avec des professionnels et des chercheurs étrangers qui seront notamment accueillis dans le conseil scientifique, aussi en résidence et évidemment dans les colloques internationaux que l'Institut organisera. S'agissant en dernier lieu des axes de recherche de l'IERDJ dont les travaux débuteront dès 2022, un programme très riche de travail a déjà été approuvé par l'Assemblée générale constitutive du groupement qui s'est tenue la semaine dernière, le 24 novembre. Je ne mentionnerai ici que 3 de ces axes qui me semblent particulièrement intéressants et illustrent justement les ambitions de l'Institut. Justice et société d'abord. Cet axe de recherche permettra notamment d'approfondir les travaux concernant les attentes de la société civile à l'égard du droit, à l'égard de la justice. Ceci pourrait par exemple aider les juges à mieux comprendre et donc à mieux anticiper les raisons pour lesquelles la demande de justice va croissante depuis de nombreuses années maintenant. D'autres recherches viseront quant à elles à identifier les enjeux pédagogiques de compréhension du droit et du rôle des différents acteurs juridiques et judiciaires, ce qui est essentiel pour nourrir la confiance des citoyens dans la justice. Autant de sujets qui intéressent directement les juridictions, les administrations et les professionnels du droit. Deuxième axe de recherche, et le président Fabius, je dirais, a beaucoup insisté sur ce point, le droit des générations futures. Cette thématique recouvre bien sûr la question des rapports entre la justice et l'écologie, le changement climatique ou encore le numérique, mais pas seulement.
dans des domaines aussi différents que la bioéthique, la dette ou la pauvreté, par exemple. Quel patrimoine, quel héritage ou quelle charge les générations actuelles laisseront aux générations futures? Et finalement, qui peut et qui doit parler, notamment devant les juges, au nom des générations futures? Faut-il traduire cela, cet équilibre des charges entre générations d'aujourd'hui et générations futures, dans notre droit positif? Faut-il le traduire dans l'ordre juridique? Quel est le bon point d'équilibre? Comment faciliter l'accès au prétoire, aux juges de ces générations à venir? Quelles conséquences procédurales tirer de ces choix? Troisième sujet, les identités professionnelles. On le sait, c'est un sujet d'actualité. L'IERDJ entend s'en emparer en vue de répondre aux nombreuses et importantes questions qu'il pose et que nous devons regarder en face. Au-delà des conditions de travail, qui sont en réalité les professionnels de la justice et les professionnels du droit? Quelles sont leurs attentes? Quelle représentation ont-ils de leurs fonctions, de leurs missions et de leurs évolutions possibles? Quel est l'impact du numérique sur ces fonctions et la représentation que s'en font les acteurs concernés? On le voit, mesdames et messieurs, l'IERDJ est un institut que l'on a voulu utile, efficace, en prise avec les enjeux de notre société. Il est un institut, en tout cas, je le dis aujourd'hui, plein de promesses, et je ne doute pas une seconde qu'il saura les faire éclore sous le patronage des cours supérieures françaises, du ministère de la Justice et du CNRS, sous le regard que l'on sait exigeant de Robert Badinter, sous l'impulsion de Françoise Tulkens et de son conseil scientifique, et enfin, bien sûr, grâce à l'action de toutes les chercheuses, de tous les chercheurs qui prendront part à ces travaux, ainsi que celles et ceux qui le feront fonctionner au quotidien, et je tiens à les remercier par avance très chaleureusement, en pensant naturellement à Valérie Sagan, qui va jouer un rôle clé dans la direction de ce nouvel institut.